Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler principalement de l'inflation avec les chiffres qui sont attendus demain et on va faire comme d'habitude de la price action, un petit peu de liquidité et éventuellement parler de qu'est-ce qu'il pourrait se passer dans cette structure. On est toujours sur ce gros range là ici qui traîne depuis désormais le 21 juin avec ce palier inférieur, palier supérieur. Pour l'instant, pas grand chose à dire de ce côté-là. On n'a pas vraiment de prise de liquidité au-dessus ou au-dessous de la structure. Voilà, c'est des bandes qui sont relativement claires et qui ne nous disent pas pour l'instant une direction ou une autre. Je pense que demain, la volatilité va revenir au sens où on a le chiffre du CPI, donc l'indice des prix à la consommation aux États-Unis qui va sortir demain et qui va nous en dire beaucoup sur ce que va faire la Banque fédérale américaine sur les prochaines semaines et prochains mois. Quand on regarde les chiffres de l'inflation, on voit que l'inflation est certes en baisse, et c'est quelque chose que j'avais beaucoup développé sur la chaîne. On a ici les projections éventuelles de la part de le consensus, en fait, ce que pourrait nous donner le consensus, avec une inflation ici qui était donnée à 3,22. J'ai regardé le consensus là dernièrement, elle est descendue à 3,10, donc on serait quelque part par ici. Et avec un trait de tendance qui est intéressant, c'est plus ou moins quand même cette baisse de la partie verte que vous voyez ici, qu'on appelle le core CPI, mais pas suffisamment. En fait, la baisse de l'inflation ici, et potentiellement si demain on a le consensus, c'est-à-dire 3,1%, c'est ce que le marché attendait, donc ça serait plutôt une bonne chose. Si jamais on est bien évidemment au-dessus, à ce moment-là, le marché va dévisser un petit peu, c'est normal, mais le problème qu'on a en ce moment, c'est que tout simplement, on a une inflation qui corrige parce que tout ce qui est bouffe et énergie, et donc le pétrole principalement, sont en train de corriger parce qu'ils sont en train de pricer une récession. Donc on aura peut-être ce retour ici au 2% d'inflation pour le mois d'août. On avait noté cette tendance ici et vous voyez que en gros à un mois ou deux près, ça pourrait être pour septembre. Mais on ne l'aura que pour une seule raison, c'est une forte correction des commodités. Et vous le voyez ici, on est passé à peine de 6,6 au plus haut à 5,11 au niveau du core CPI, c'est-à-dire qu'on a perdu à peine 1,5 point sur l'inflation qui est caractérisée par l'inflation de demande. Donc ça, c'est un vrai souci. On a eu également des chiffres sur l'emploi qui montraient que réellement le marché de l'emploi aux États-Unis se porte très bien. Donc c'est un autre signal également que on est un petit peu en surchauffe du côté de l'économie américaine. On est toujours dans la surchauffe post-Covid. Post-Covid, maintenant le pétrole commence à pricer une récession et c'est normal, surtout qu'on est face des gros chiffres à N-12 au niveau des mois. Vous voyez qu'on est face ici les plus hauts. Donc c'est un petit peu problématique et effectivement on pourrait avoir, malgré une inflation à 2% ici, si jamais on se retrouve début septembre avec une inflation qui réellement est à moins 2%, si jamais le pétrole continue à corriger, on pourrait avoir des mauvaises surprises, sous-entendu à nouveau des hausses de taux de la part de la Banque fédérale américaine. Bitcoin est corrélé aux assets à risque par ce lien-là, le lien des taux d'intérêt tout simplement. Donc c'est quelque chose qu'on va vraiment suivre. Le problème étant que si la Fed ne continue pas et n'arrive pas à calmer la partie verte ici de l'inflation, à la calmer réellement, à ce moment-là, ce qu'on risque, c'est que le pétrole reprenne, le marché se dise c'est bon, on est en train de repartir dans une période de croissance et qu'on revoit à nouveau des inflations au-dessus de 5%, voire potentiellement à 2 chiffres. Le risque ici, c'est de rentrer dans une période plus ou moins de stagflation où l'économie ne repart jamais, mais l'inflation, à chaque fois que l'économie repart elle-même aussi, et c'est pour ça que, entre guillemets, la vision de Powell actuellement, elle est plutôt de dire qu'on va continuer à augmenter les taux. On va passer sur BTC. Simplement voilà pour vous expliquer ici le problème du moment pour vous montrer que le chiffre de demain est très important puisque Jérôme Powell nous a dit qu'il serait désormais dépendant de la data, donc des nouveaux chiffres qui vont tomber, des statistiques qui vont tomber sur lesquelles du coup ça va être ça qui va entre guillemets armer sa politique de taux prochaine. Qu'est-ce que pense le marché ? Le marché est ici. On va reprendre ça. Le marché pense que au prochain meeting de la Fed, donc là pour le coup on sera le 26 juillet, ça va être désormais dans à peu près 3 semaines, le marché pense que Powell va augmenter ses taux une nouvelle fois de 0,25 et ce malgré le fait que, vous le comprenez encore une fois, le marché ici est en train de mettre dans ses prix le fait que demain on aura un CPI annuel à 3,1%.
Donc tout ça c'est relativement à la fois ça met en confiance d'une certaine manière, puisque oui, effectivement, l'inflation baisse dans ces grands chiffres, et surtout, encore une fois, à N-12, qu'est-ce qu'il se passera et c'est un petit peu la même idée que je vous emmène ici, qu'est-ce qui se passera quand on arrêtera d'effacer les très gros chiffres. Là, dans les chiffres qu'on est en train d'effacer 12 mois en avance, eh bien évidemment, le chiffre global diminue énormément, puisque on sort de la data des chiffres qui, eux-mêmes, étaient très importants. La structure sur BTC, c'est pareil, hein, un petit peu, on va dire, soit on part sur une structure qu'on appellerait un Bart Simpson ici, c'est-à-dire retour à l'envoyeur, et ça, je pense que ça dépendra du CPI de demain, soit on part sur juste, on a fait un palier ici, on a soufflé un petit peu, nouvelle structure d'accumulation, et on part vers le haut. Je pense sincèrement que c'est la data ici qui va nous donner la direction. Ce qu'on pourrait avoir également, déjà, après, qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers jours au niveau de la structure, parce que j'en suis désolé, mais j'ai pas fait de vidéo ces 3 derniers jours. On a eu ici une structure en double bottom, voire triple bottom, ici, et on a tout à fait bien touché la target à ce stade-là. Ensuite, on a corrigé assez fort sur la petite structure, donc on va regarder dans les plus petites time frames. Sur le 1 heure, vous voyez qu'on vient tout juste de passer haussier, puisqu'on ne perd pas ici le plus bas qui était entre guillemets le bas de range. On a à peine touché le haut, hein, ce que j'appelle le haut entre guillemets. Pour moi ici, les deux bornes, elles sont plutôt là et là. Concrètement, on a des petites prises de liquidité au-dessus ou au-dessous, mais c'est pas méchant. Je veux dire, c'est pas des vrais fake out. On n'a pas ici réussi à transformer l'essai au 34. On n'arrive pas à s'installer au-dessus. Il y a des très bonnes chances que si on arrive à passer au-dessus, on rebondisse après désormais sur cette structure-là. On temporise un petit peu sur le haut du range et qu'ensuite on en sorte. Vous allez voir que la liquidité est assez prometteuse pour le coup, c'est-à-dire qu'on a nettoyé pas mal de longues dans cette structure-là, et vous allez voir, c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure également, que pour le coup c'est plutôt prometteur de ce côté-là. Cette 4 heures qui est là, on peut l'effacer. On a une tendance ici qui est plutôt, on va dire, on va la prendre en 4 heures aussi, oui. On a cette tendance ici en 4 heures qui est haussière, encore une fois. On va prendre, je pense, quelque chose comme ceci, qu'on est en train de perdre à l'heure actuelle, vous le voyez là, hein, si on clôture la bougie actuelle, puisque celle-ci ne compte pas, si jamais on ne clôture pas la bougie actuelle des 4 heures, donc aujourd'hui à 18 heures, au-delà des 3628, on va prendre une pente qui va être probablement un peu moins marquée. Là où c'est intéressant également, c'est que, vous le voyez, on avait gardé ce niveau ici intermédiaire, qui est plus ou moins en train de réagir aussi, donc on va voir à ce stade, est-ce qu'on arrive à tenir cette 4 heures ou pas. Sur la 1 heure, sur la 1 heure, vous voyez qu'on aurait plutôt quelque chose comme ceci pour le coup, c'est-à-dire qu'on est en train de la retester actuellement, mais on va garder pour moi voilà la 4 heures qui nous intéresse le plus. Au niveau des paliers qui ont pu être passés, enfin des résistances qui ont pu être passées, vous voyez qu'ici on a résisté pendant un paquet de temps sur celle-ci, et là elle a été passée, retestée, et en ce moment elle est retestée à nouveau. Donc là c'est pareil, on a un petit choix dans la direction, au minimal, à minima, dans l'attente du CPI, dans le range. Mais vous comprenez que ici par exemple cette très forte prise de liquidité vers le haut, c'est un short squeeze. C'est-à-dire qu'on a liquidé tout ce qui se trouvait au niveau des shorts et qui, depuis une semaine, était en train de nous bloquer sous ce point-là. Donc à partir du moment où on part là-dedans, on fait un short squeeze. Et après, derrière, par manque de volonté, on va dire, la liquidité retourne en bas, tout simplement. Peut-être que ici, sur ce mouvement-là, qui datait du 10 juillet, donc d'hier, eh bien, on avait du long qui était rentré très fort en se disant, ça y est, j'ai mon breakout. Et en fait, finalement, on revient les chercher derrière. Donc il y a une prise de liquidité dans les deux sens, c'est relativement normal. En ce qui concerne Ethereum contre Bitcoin, c'est pareil, on latéralise ici énormément. Si on regarde la structure, en 4 heures, on avait eu ce breakout en dehors de la structure, on en a quasiment tout corrigé. Là, ce qui peut être éventuellement intéressant, c'est qu'on avait mis en avant ici cette 15 minutes qui désormais vient de casser. Donc on voit que la pente ici, qui était très agressive, s'est calmée à un moment donné. Ici, on pourrait peut-être repartir vers le haut. On a corrigé une très bonne partie, une très grosse partie de ce mouvement, où ici, vous le voyez, on est venu toucher le 0,786 et on a rebondi. Donc là, on est venu chercher la zone de rechargement. Ça pourrait très bien ici, à ce stade, repartir vers le haut. Si je vous traçais la zone de rechargement, elle serait du 0,618 au 0,786. Et là, du coup, on est venu chercher une zone qui est tout à fait institutionnelle pour se dire, oui, j'ai un breakout, mais je ne rentrerai. J'ai fait un tuto également sur les Fibonacci pour vous dire les zones premium, les zones réellement institutionnelles, etc., qui sont éventuellement intéressantes. Sur Ethereum contre le dollar,
On a fait cette descente ici en élargissement. Est-ce qu'on peut voir éventuellement 1, 2, 3, 4, une 5 ici, pardon, autant pour moi, 1, 2, 3, 4, on serait en train de faire une 5, avec éventuellement une rotation partielle, puisque vous comprenez que là, si on venait chercher le bas du biseau, ça correspondrait quand même à une pente très importante, pourquoi pas, hein, mais pour moi, c'est quelque chose qui est assez peu probable. Voilà, ici, revenir chercher le bas du biseau, à ce stade, ça nous dirait un petit tour vers les 1700, c'est tout à fait possible, mais je vois pas forcément, je vois plutôt une cassure ici, une rotation partielle se passer, même éventuellement sur un double bottom, par exemple au 1824, ou dans la zone actuelle. Et voilà, donc on pourrait ici, pour moi, voilà, je reste relativement haussier sur Ethereum Bitcoin, attention, Ethereum, dollar. Attention tout de même à cette épaule tête épaule qu'on avait déjà mis en avant sur la chaîne et qui actuellement est en train d'être retestée, mais sachant que même sans le retest, elle est déjà venue chercher sa target. Donc on va dire que c'est pas vraiment un trade prenable ici à ce stade. Et je vous parle bien évidemment de cette épaule tête épaule là et du breakout qui a eu lieu ici. Et là on est au retest, on vient juste de retester. Donc ce qui serait encourageant sur Ethereum, c'est de repasser désormais les 1902, ce qui serait décourageant, et pour l'instant c'est le cas, ça serait un rejet dans la zone, et un rejet également par cette trend là qu'on avait mis en avant sur le 15 minutes. On va voir ce qu'il en est sur Ethereum, et attention également de ne pas construire une épaule tête-épaule elle-même plus grande, c'est-à-dire ici se faire rejeter par exemple sur les 1920, et pour le coup venir perdre la ligne de coup qui est ici, et refaire un petit peu la même figure par en dessous. Ethereum était dans des très belles dispositions au moment où il nous avait construit pour le coup cette épaule tête-épaule inversée là, et qu'il a cassé cette ligne de coup là. Malheureusement il n'a pas transformé l'essai derrière, il y a eu cette petite structure de retournement, on est repassé sous la ligne de coup, donc vous avez également bien évidemment un point très important aux 1920 $, dont il va falloir s'affranchir si on veut rester sur une idée haussière entre guillemets sur Bitcoin Ethereum. Ici on avait une très belle structure, vous le voyez, ce flag lui-même qui sortait d'une impulsion, et on avait une très très belle structure à la fois à la cassure de cette épaule tête-épaule inversée, et à la cassure de ce flag. Malheureusement parfois le chartisme ne donne pas ce qu'il devrait nous donner, et c'est ce qui fait que bien entendu on a des figures qui sont qui ne sont pas validées dans leurs statistiques habituelles. Ça arrive, hein, c'est pas du tout un problème. Donc toujours est-il que si on réintègre quand même ces figures, eh bien cette épaule tête-épaule elle est toujours valide. Pour moi une épaule tête-épaule est toujours valide tant qu'on ne redépasse pas la tête, et je parle ici de l'épaule tête-épaule inversée qui est ici. Maintenant on peut également venir enfoncer, encore une fois, jusqu'à ce niveau des 1789, et bien qu'on serait toujours finalement sur la même structure, avec ce fake out ici au-dessus de la ligne de coup qui ne traverse pas, et avec également cette possibilité de construire une épaule un peu plus longue, un peu plus grande ici, et de revenir chercher finalement le niveau bas qui était le même que l'épaule gauche, l'épaule droite, ça dépend comment on regarde le bonhomme. Bref, vous voyez ici un petit peu l'idée. Ce qui est extrêmement encourageant, c'est que Grayscale BTC, pour le coup, est en montée constante. Donc en ce moment, il y a une très grosse envie des institutionnels sur le BTC. On a également le IBLC qui est dans des très belles dispositions haussières. Donc ça sous-entend que l'argent des institutionnels est en train de revenir. On a ici le CME qui prend en 24 heures plus 4% d'open interest. Et ça, c'est le Chicago Mercantile Exchange. Donc c'est une porte institutionnelle pour investir dans la crypto assez importante. Donc globalement on peut dire que le narratif, on va dire, le narratif de ETF spot continue à très bien fonctionner, et on va dire d'une certaine manière les institutionnels voient dans cette potentialité d'un ETF spot de chez BlackRock, ou également de chez ARK Invest ou Fidelity, ou tous ceux qui ont été proposés depuis, ils voient quelque chose d'extrêmement intéressant. Est-ce que ça veut dire que ça, c'est une structure d'accumulation ? Malheureusement, la réponse, elle n'est pas uniquement dans le fait que les institutionnels reviennent. Les institutionnels peuvent très bien ici, accumuler en partie, et puis ensuite accuser une baisse. Ils réaccumuleront ici dans la zone institutionnelle pour le faire, c'est-à-dire en dessous du 0,618 de toute cette hausse-là. Comme je le dis assez souvent, il n'y a pas qu'une smart money, il y a des gens qui ont des moves qui sont différents les uns des autres, et pourtant ils ont beaucoup d'argent et ils ont la capacité de bouger le prix. Donc c'est se mentir, on va dire, voilà, que de voir le marché comme il y a des gens qui ont l'argent, il va falloir que je fasse exactement comme eux ils pensent, parce que il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent et qui parfois pensent différemment les uns des autres.
On avait cette espèce de petite épaule, tête-épaule également inversée. Pour moi, elle avait été invalidée là, mais finalement, vous voyez qu'en tout cas, la ligne de coup revient ici jouer, enfin, elle a du sens. Le fait de l'avoir gardée n'est pas dénué de sens. Donc ça c'est relativement intéressant et puis voilà hein, pour la partie on va dire technique on pourrait regarder un petit peu ici ce que nous dit la volatilité à venir. Vous voyez qu'ici on avait un shop en 4 heures qui était très chargé en daily je pense ouais il est chargé à bloc en daily donc comme on a latéralisé énormément dans cette zone là et bien du coup en daily c'est Enfin, moi je trouve ça extrêmement prometteur d'une certaine manière. Ici malheureusement on a cette petite div haussière mais qui est en train de jouer là puisqu'une div baissière pardon vous le voyez ici au-dessus du prix j'ai un RSI qui descend et je fais un plus haut sur le prix. Déjà bon là on est presque à plat ça c'est une première chose et deuxième chose c'est qu'on a effectivement latéralisé derrière. Par contre ça peut très bien ici dévisser et descendre donc il faut faire attention dans la zone. Ce que je trouve intéressant c'est qu'on a un RSI stochastique qui est quasiment proche du zéro en daily et vous voyez qu'en général quand vous avez un shop chargé hop. Ici par exemple on a un stochastique qui est proche du zéro en daily donc là d'accord et on a un shop qui est chargé et donc du coup bah, vous avez une impulsion haussière donc ça serait peut-être en train de nous dire bon ok bah, en fait tout ça c'est juste un range d'accumulation c'est un flag mais vraiment à plat et pour le coup on pourrait avoir une nouvelle jambe haussière ce que encore une fois je considère comme étant le scénario le plus probable. Maintenant attention à cette div baissière en daily encore une fois. Et puis voilà, d'une certaine manière également, si on regarde le market cipher, vous voyez ici qu'on avait des accumulations de divergences baissières sur le momentum, qui nous disaient attention, on a beaucoup de signaux ici qui nous disent attention, mais cela dit, là, tout de suite, aujourd'hui, on a plutôt une VWAP, donc la jaune, celle qui est jaune ici, qui se rapproche du zéro et qui est en montée, ce qui veut dire qu'on pourrait commencer une nouvelle vague d'impulsion haussière. Ici, on a également, vous le voyez, le petit point vert d'achat qui s'est allumé, il peut s'éteindre d'ici ce soir, mais en tout cas c'est en train de nous dire, là vous voyez par exemple ça c'était un parfait faux signal, ici donc vous voyez sur cette impulsion là, ici pareil on pourra avoir la même chose, hein, c'est-à-dire juste un retour en haut de range, mais à ce stade en tout cas ce qu'on s'attendrait plus en daily à avoir, étant donné qu'on a un shop qui est chargé et qu'on a un RSI stochastique qui est à zéro, et ben ça serait plutôt peut-être d'avoir une vague haussière supplémentaire et de traverser la zone, voilà. Traverser la zone vers le haut, en tout cas c'est mon avis. Quand on regarde, on va d'abord regarder les news rapidement. J'ai déjà fait 17 minutes sur le technique, donc on va essayer de passer rapidement. Alors géopolitique, on va dire l'OTAN qui dit non à une adhésion, qui dit non à une adhésion, c'est principalement Biden qui a dit je suis relativement opposé à garantir à l'Ukraine une entrée dans l'alliance. Plus rapide que de nature. Je l'avais dit ici, hein, et c'est de toute façon quelque chose qui était à peu près sûr, c'est-à-dire que, puisque en ce moment, donc il y a un sommet à Vilnius de l'OTAN, personne ne peut faire rentrer l'Ukraine dans l'OTAN au sens où l'Ukraine a désormais un différend territorial et il s'agit, c'est dans les règles de l'OTAN, que on ne puisse pas faire rentrer un pays qui lui-même est plus ou moins soit en guerre, soit un gros différend territorial avec un autre pays. Et la Turquie, qui était jusque-là, qui faisait le blocage pour permettre à la Suède de rentrer dans l'OTAN, qui a dit ok, donc probablement qu'ici, il y a eu un petit deal qui s'est fait du côté de Erdogan et il a dû ici essayer de tirer son épingle du jeu. La Turquie étant dans l'OTAN, parfois elle joue un peu le double tableau de manière à avoir ce qu'elle voudrait. Les NFT Bitcoin qui sont visiblement en hausse actuellement avec les ordinals qui dépassent 350 000 inscriptions journalières. Bitcoin à 120 000 $, ce géant bancaire voit la reine des cryptos exploser. Ça, je pense qu'il s'agit de Standard Chartered, voilà, qui nous dit en gros qu'il voit un Bitcoin à 120 000 $ en 2024. Je sais pas d'où vient l'analyse ou exactement à partir de quels les ingrédients, oui, bon, le halving, etc. Alors, en ce qui concerne le halving, il faut quand même faire ici un petit peu attention, au sens où le marché ne vous dit pas où il ira, et le halving n'est pas toujours quelque chose qui va fonctionner. Par contre, c'est plus des épisodes de liquidité qui eux-mêmes durent 4 ans, donc il y a une partie qui est certainement bien sûr liée au halving, puisque moins de bitcoin miné égale une raréfication du bitcoin, bien évidemment.
Mais on est quand même aussi sur des cycles qui peuvent ressembler aux élections américaines, aux cycles de liquidité qui existent et qu'on connaît et qui ont également une cyclicité de 4 ans. Voilà, il y a quand même pas mal de choses ici ou sur lesquelles on peut émettre, bien évidemment, des réserves. Ici le boss de Circle qui nous dit que les stablecoins pourraient être un très bon outil pour la Chine. Ici on reparle du halving à nouveau. Ici pas grand chose. Sur CNBC, pas grand chose non plus. Et MarketWatch, vous voyez que demain on aura le core CPI, donc ça sera à 14h30. La data va sortir sur le BLS, donc le site du BLS.org, qui est le Bureau of Labor Statistics. Vous l'aurez peut-être en premier sur Trading Economics, qui est l'indicateur que j'utilise là. Moi, parfois, ils sont même plus rapides que le BLS pour sortir la news. En tout cas, c'est en général en premier sur le BLS qu'elle va sortir. Voilà pour la news, on l'avait déjà principalement traité, bien évidemment, en parlant de l'inflation. Si on va voir l'indicateur Trueflation, 2,45, on est passé ici du 1er juin où on était à 2,95 et le 30 juin on était à 2,29, donc ça fait une correction de 0,60 et quelques à peu près. Trueflation, en fait, est un agrégateur de prix en ligne, donc il va aller prendre toutes les API d'Amazon, tous les prix qui existent pour un peu tout, et lui, il nous dit, en fait, quelle est l'inflation réelle. On voit très bien ici, d'ailleurs, la tendance, ce passage des 12%. Trueflation voyait une inflation plus importante que la réalité, et désormais, il voit une désinflation plus importante que la réalité, puisque vous le comprenez, le chiffre officiel ici est à 3,20. En ce qui concerne l'outil de la Fed, qui est de la Fed de Cleveland et qui essaye également de calculer ces variations-là, vous voyez que sur juin le mois, on nous propose un core CPI à 0,43 et un CPI, donc le headline, celui qui comprend le pétrole, etc., à 0,42, donc une très légère baisse, vous le voyez ici, du pétrole. Il faut comprendre qu'au mois, ces chiffres n'ont pas du tout la même portée qu'à l'année, puisqu'à l'année, on efface encore une fois le chiffre de N-12. Donc, vous aurez en gros, vous aurez une vision annuelle quand vous allez regarder ceci. Et encore une fois, on efface en ce moment des chiffres qui sont les plus gros, qui étaient ceux de l'année dernière, là où au mois vous aurez vraiment cette on va dire cette division à faire. Par exemple, si on continuait comme ça toute l'année, vous faites 12 mois fois 0,42. Si on était sur le même rythme d'augmentation des prix que ce mois-ci, le mois de juin, pendant toute l'année, à ce moment-là, on aurait un CPI de à peu près 4,80, puisque 12 fois, voilà, quelque chose comme ça. À peu près 4,80 pour l'année. Donc il faut bien comprendre ici que le CPI dépend du chiffre que vous effacez à N-12. On passe sur la liquidité. Je pense avoir fait le tour sur l'inflation. Je vous ai dit l'outil de la Fed. Oui, je vous ai dit, je pense, pas mal de choses. J'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à venir également rejoindre la chaîne sur le TikTok, qui a repris un petit peu du service aujourd'hui avec des setups de trade sur les alts principalement. Et dans les liens en description, vous avez la possibilité d'aider la chaîne, soit par des liens d'affiliation avec des exchanges dont nous ne sommes pas partenaires, mais qui quand vous tradez sur ces exchanges là, eh bien il y a une petite partie qui revient à la chaîne tout simplement. Donc si vous aviez dans l'intention de créer un compte sur un de ces espaces, n'hésitez pas à le faire par le lien de la chaîne, ceci n'étant pas une publicité rémunérée, mais elle invoque quand même une rémunération, donc bien entendu je me dois de vous le dire. 63 millions de liquidés hier, donc c'est une journée vraiment normale. Bon, en ce moment, on est un peu à plat, donc voilà. 37 millions sur Bitcoin plus Ethereum, journée tout à fait normale. Et on voit ici que c'est principalement du short qui a été liquidé, puisque l'action de prix, elle a été quand même plutôt haussière. Sur le carnet d'ordre, alors là, c'est intéressant. On est donc là sur le carnet d'ordre au spot, c'est-à-dire qui veut acheter au spot du Bitcoin, tout simplement. Et vous voyez qu'on a une petite barre ici qui doit être autour de 300 ou 400 Bitcoins. Peut-être 350-400 bitcoins qui s'est mise en dégressif sur toute cette poussée-là. Et on est entre 30 200 et 30 150. Donc ça, c'est intéressant. On a également 2 ordres d'achat ici, à peu près une centaine de bitcoins par avant, enfin au-delà. Et puis, on a assez peu de choses en termes de vente de bitcoin avant un retour aux 30 900 $. Donc là, on peut peut-être se dire, oui, si ça devait
plombé assez fort. Là, vous avez deux possibilités d'analyser le carnet d'ordre de cette manière. D'abord, on peut avoir quelqu'un qui a l'argent pour pousser le prix pour aller acheter ses 300 ou 400 bitcoins, et on peut même penser que vu comment c'est étalé, là vous le voyez, c'est par tranche de 27 bitcoins tous les 5 dollars, et bien que ces personnes-là ont mis des ordres sur plusieurs exchanges, pas uniquement sur Binance. Et à l'inverse, donc on peut se dire que le prix ira dans cette zone de manière à ce que ces gens-là soient payés, entre guillemets, soit on peut se dire que le prix n'ira pas, tout simplement parce que il va falloir un sacré momentum pour de toute façon traverser la zone. Voilà. Donc concrètement, pour moi en tout cas, c'est un joli barrage. Moi je le vois plutôt déjà comme ça. Si on devait pousser vers le bas, on aurait quand même du mal à passer toute cette zone-là où on a quand même 300 ou 400 bitcoins autour des 30 200 dollars, encore une fois. Les marchés en levier, et là ça fait un petit moment, on n'a pas fait de vidéo depuis 3 jours, donc on va essayer d'analyser un petit peu l'histoire depuis qu'on a fait la vidéo. Ici vous voyez que ces deux niveaux ont été pris, le niveau du bas n'a pas été cherché. Ici on avait un funding qui était principalement négatif, c'est-à-dire qu'on avait nettoyé beaucoup de longues. Ici c'est assez calme au niveau de l'open interest, j'ai pas d'enflammement de l'open interest, c'est plutôt le funding qui bouge dans un sens ou dans l'autre. Ici on peut imaginer qu'il y a du long qui est rentré puisque j'ai une latéralisation du prix alors que le funding augmente considérablement. Maintenant on est sur des niveaux de funding qui quand même restent très faibles. Sur toute cette zone, on a plutôt été shorté, vous le voyez, le prix latéralise également et j'ai un funding qui descend. Quand on arrive ici en bas, on repart sur du long, donc il y avait probablement un point de long à prendre ici, enfin dans ce petit range, le bas était shorté et le haut était shorté pardon et le bas était pris, et vous voyez qu'on a nettoyé dans les deux sens. Donc pas grand chose à ajouter de ce côté-là, si ce n'est de dire que le funding est désormais positif à nouveau, si ce n'est de dire également que ici on a peut-être un niveau de long à venir prendre parce que vous le voyez, le prix est plutôt en train de descendre, en tout cas au moins au début, alors que j'ai un funding qui augmente. Donc il y a peut-être un niveau de long ici à venir chercher sur le bas de cette bougie là, où là il y a peut-être un petit peu de liquidité. Et en termes d'anomalie de funding, bah ensuite on revient dans le même sens, le funding va dans le même sens que le prix jusque là où il y a une très forte augmentation du prix en même temps que le funding latéralise pour le coup. Donc ça veut dire que cette augmentation assez forte du nombre de contrats, elle s'est faite sur du long. Donc ce que ça nous dit, c'est que ici on avait un point de long à prendre en bas et c'est ce qu'on est venu rechercher après derrière en haut. Donc ici sur toute cette zone, on est venu chercher tout ce qui était en short en montant et ensuite il y a eu trop de long, vous le voyez, augmentation du nombre de contrats qui s'est faite. Donc on est venu chercher cette liquidité en bas, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Est-ce que derrière on a été longué ou shorté? On a été globalement pas anormalement longué, mais on a été longué quand même. Donc on va considérer que ce niveau-là est un niveau à prendre également. Et voilà, derrière, après ça se suit, le prix suit à peu près le funding. Donc vous voyez ici, on s'est rajouté plutôt des niveaux de long. Par contre, on a tellement nettoyé du long ici sur la première descente, celle-ci, que je pense que c'est pour ça que le funding n'est pas non plus négatif à l'extrême. Voilà. Donc on va sauver ça, on va passer à Ether. Je pense que d'ailleurs, si on regarde les liquidités, il va y avoir beaucoup de liquidités, beaucoup plus de liquidités en short en fait, parce qu'on a nettoyé tellement du long. Alors Ether, je vous avais dit attention 1851, c'était ça le niveau à venir chercher, ça a été le cas. Derrière, on était en funding négatif ici sur la zone, je vais agrandir juste un petit peu ça, voilà, pour qu'on y voit un petit peu plus clair là-dedans. Donc derrière on était en funding négatif, donc là on avait plutôt du short en haut de la structure. Ici le prix descend mais le funding augmente, bah, ça veut dire qu'on avait rajouté encore même du long sur cette histoire là. Ici j'ai un assez fort niveau qui se fait un petit peu sur du long également au départ et ensuite sur du short, donc on pourrait décaler ce niveau ici tout simplement, puisque là j'ai du long en bas effectivement. Ensuite, assez forte augmentation de l'open interest, augmentation du prix, augmentation du funding, donc ce niveau, oui, il est 2 fois validé. Derrière, ici, on avait un petit peu de short sur la zone en haut, mais vous voyez que le niveau a déjà été travaillé, donc on va pas le noter. Ici on repart un petit peu sur du long. Ici j'ai pas mal de short en revanche également, donc ça fait ici 2 points de liquidité qu'on avait à prendre, mais le prix a déjà fait le boulot que d'aller les chercher. Ici j'ai pas mal de long sur l'histoire, donc on va rajouter un niveau ici.
Ensuite, derrière, j'ai pas mal de shorts également, juste derrière. Vous le voyez ici, j'ai un prix qui monte, un funding qui descend. Donc c'est une anomalie de funding, donc ça veut dire qu'il y avait beaucoup de shorts. C'est ce qui explique le mouvement suivant autour des 1903 $. Après, on fait le même mouvement que Bitcoin, c'est-à-dire qu'on revient rechercher les longues qui étaient dans la structure également. Alors, oui, c'était pas non plus incroyable, c'était peut-être moins incroyable ce qu'il y avait à prendre sur Bitcoin que sur Ethereum. Et puis derrière, ça se suit pas mal. On a une légère augmentation ici de l'open interest, le funding suit, et à partir de là, pour moi, on suit pas mal aussi. Il n'y a pas d'anomalie en tout cas. Donc c'est pareil, ici on peut pas vraiment dire que les poches de liquidité sont énormes au-dessus. L'analyse du funding nous dit que les niveaux sont plutôt longués, mais on n'est pas sur des fundings qui sont incroyables non plus. Vous voyez sur Ether, on est à 0,050, ce qui est tout à fait acceptable. Je pense que d'ailleurs, si on va sur la liquidité, eh bien globalement, on était en delta de cumulation, donc le nombre de liquidations à prendre sous le prix ou au-dessus du prix sur les 5 derniers jours était négatif ici, c'est-à-dire qu'on avait plus de monde au-dessus. Vous voyez qu'on a fait ce petit mouvement qui a bien nettoyé le vert ici, vous le voyez, les leviers x100, ils ont été nettoyés parfaitement. Derrière, qu'est-ce qu'on fait ? On avait enclenché ici à nouveau une zone de orange qu'on vient renettoyer à nouveau. Ici, si on ne forcit pas dans le vert, dans cette zone-là, là, tout ce qu'on voit dans cette zone-là, qui n'est pas suffisant, vous voyez qu'on n'est pas aussi dark que ce qu'on était dans la zone précédente, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va venir chercher plutôt la zone orange ici en bas. Donc concrètement, un petit tour sous la structure désormais, avec une target autour des 29,8, je dis pourquoi pas. Donc ça c'est la première chose pour Bitcoin. Sur Ethereum c'est un peu différent, au sens où, encore que non, c'est pas non plus extrêmement différent. On a eu ce tout petit squeeze aussi également, on avait 1,21 à prendre en termes de liquidité au-dessus du prix. Désormais on joue avec l'équilibrium ici au niveau du cumulatif delta, donc de shorter longueur. Vous voyez que la zone ici orange à venir chercher, elle pourrait s'étendre jusqu'à quasiment 1820, hein, voilà, quelque part comme ça. Et sur Bitcoin, je vous ai donné un chiffre, mais on pourrait aller plus profond. Hein. Vous voyez qu'on a encore du orange jusqu'au 29,4, voilà. Donc finalement, on est sur peut-être un BTC qui pourrait corriger plus que Ether, en tout cas en termes de pourcentage. La liquidité reste haussière tout de même, d'abord parce qu'on a, sur toute cette structure, vous le voyez ici, on avait plus de shorters, et vous voyez que ici, on en a squeezé une partie, mais il reste encore une partie verte également, là, en haut de la structure. C'est-à-dire que on pourrait ne pas avoir fini ce mouvement, et on pourrait retourner aux 1930-1950 sur Ethereum, sans trop de problèmes. Et sur Bitcoin, on va dire qu'il va rester du vert à peu près jusqu'au 31 400. Donc on n'a pas vraiment de direction sur la structure. On va aller voir désormais, sur la liquidité, pardon. On va aller voir désormais la 12 heures en termes de heatmap sur BTC. Vous voyez qu'on a la même chose au-dessus et au-dessous du prix. En l'occurrence, les deux qui vont chercher à peu près la même zone. Sur la 7 jours, qui est pour moi la plus intéressante en termes de liquidité, vous voyez que le fait qu'on ait passé du temps ici dans cette grosse latéralisation assez longue, quelques jours, 4-5 jours, où le prix était à plat, on a accumulé malheureusement sous la structure un peu de liquidité, et on a accumulé au-dessus de la structure, donc au 31,4, c'était à peu près ce que je vous disais en termes de prix précédemment, également de la liquidité. Donc pour donner ici une direction là-dedans, malheureusement, c'est un petit peu, je pense, un coin flip, c'est-à-dire que aujourd'hui, dans l'attente du CPI demain, je pense que c'est la data qui va donner la direction. Par contre, on n'est pas du tout à l'abri de faire un mouvement où en fait on irait plutôt d'abord par exemple liquider en bas pendant la journée avant que la data sorte justement, et pour le coup on est dans des zones intéressantes pour éventuellement se dire que une nouvelle ouverture de longue peut éventuellement être intéressante, mais une fois qu'on aura nettoyé les longues du moment. Voilà, c'est ça l'idée. Après, quand on ira sur la conclusion de la vidéo, je vous expliquerai mes propos. Sur Ether, on voit qu'on a quelque chose à prendre globalement déjà à 1900. Et puis après 1950, ça c'est sur les 12 dernières heures. On voit aussi que sur les 12 dernières heures, Ether a été plus shorté que longué. On a plus de liquidation à prendre au-dessus du prix qu'en dessous.
Et sur la 7 jours, sur Ether, on a également à peu près la même info, hein, si vous voulez, c'est-à-dire que pour moi sur Ether, la zone des 1950 est plus intéressante et on a même ici, on l'avait vu, potentiellement des liquidations à prendre autour de 2000 $, mais on a beaucoup traîné dans la zone, donc du coup c'est pareil, malheureusement on a accumulé de la liquidité de longueur en dessous de cette structure-là, ce qui pourrait éventuellement nous donner un mouvement baissier. Donc difficile de donner une direction à ce prix, mais on peut en tout cas échafauder des scénarios les plus probables, quels sont les scénarios les plus probables d'arriver, tout simplement. Personnellement, quand je vois tout ce que me dit la liquidité et tout ce que me dit la structure, je pencherais bien pour une prise de liquidité, une nouvelle, sous la structure. On avait eu celle-ci qui était très encourageante et qui, malheureusement, derrière, nous a pas donné la poussée qu'on attendait, la sortie du range, en l'occurrence. Donc est-ce que le fait qu'on soit resté encore dans ce range pendant assez longtemps, on n'a pas finalement ici une intention haussière, mais un petit besoin de nettoyage dans la liquidité avant de repartir. Je rappelle qu'on a pas mal d'ordres aux 30 200, c'est ce qu'on a regardé sur le carnet d'ordre, donc à peu près dans cette zone, hein, finalement en bas de range. Ici, donc on a quand même ici une volonté, il y a des gens qui ont la volonté d'acheter le bas de range, ou en tout cas de rester dedans, et d'en sortir éventuellement par le haut, hein. Si vous achetez au spot, c'est que vous avez cette envie-là. Donc ça, c'est intéressant également. Et ça pourrait nous donner finalement une non-prise de liquidité sous cette structure pour un développement haussier. En termes de structure chartiste, il n'y a pas grand chose à dire ici sur un range. Ce qu'on peut voir éventuellement, encore une fois, c'est les structures de retournement, mais malheureusement, elles ont déjà plus ou moins touché leur target. Vous le voyez ici avec ce triple bottom, notamment, dont je vous expliquais tout à l'heure la teneur. Si jamais on descend encore dans les time frames, le fait qu'on ait eu cette prise de liquidité ici au-dessus de la structure, donc celle-ci peut nous dire que désormais on va en chercher le bas. On avait quand même nettoyé tout ce qui s'était passé là, hein, sur ce mouvement-là. Alors c'était pas un total nettoyage, mais voilà, donc on n'est pas allé chercher ça notamment. Et là en l'occurrence on a peut-être du monde au 29,8 et on a parlé tout à l'heure des 29,4. Si on descend encore un petit peu plus bas, vous voyez que venir faire un tour totalement sous la structure voudrait dire perdre les 30 000 $ momentanément, à minima en tout cas, et venir nettoyer là-dessous. Voilà, j'ai une petite difficulté à être certain de ce scénario, mais c'est quand même quelque chose qui guette un petit peu, puisqu'on a eu cette poussée-là, hein, et cette poussée-là n'a pas elle, réellement... enfin, en tout cas, elle nous a pas encore donné l'assurance qu'on allait tenir le support qui, théoriquement, maintenant, devrait être celui-ci. Donc, pour le moment, il tient. On va voir s'il tient. On va voir si la zone est bonne ici pour rentrer du long, éventuellement autour des 33, 32, les endroits où on est là. Mais dites-vous que demain, au moment 1 ou 2 heures avant le CPI, ça va de toute façon s'exciter dans un sens ou dans l'autre. Donc attention à ça, si vous comptez rentrer en trade maintenant, vous allez avoir de la grosse volatilité demain, et il vous vaudra peut-être mieux ici prendre des petits trades rapides en fonction de la direction que tout simplement des gros swings assez longs. Voilà, n'essayez pas de jouer avec des gros leviers dans ce type de news, ça n'est pas du tout une bonne idée. Voilà, pour le moment, vraiment, pour moi, le niveau actuel est celui qui peut nous donner une direction ou pas. Ça, c'est une première chose. À partir du moment où on part en dessous de ça, pour moi, ça veut dire qu'on vient chercher ça et peut-être même potentiellement les 29,4. À partir du moment où on le tient, et bien à ce moment-là, ça veut dire qu'on peut éventuellement s'affranchir de barrières plus hautes. Voilà. Le CPI, nous, on considère qu'il sera éventuellement pas trop mauvais. On voit ici également la structure de distribution actuelle qui, si elle est passée, peut nous donner un petit encouragement sur le 5 minutes pour se dire que effectivement ça peut passer au travers. En tout cas, qu'on va calmer la pente ici descendante de ce mouvement-là. Et voilà, la structure d'accumulation, je vous l'ai mise en avant aussi. Bon, si on devait se baser également sur du 5 minutes, donc avoir quelque chose de moins puissant mais plus précis, on pourrait avoir quelque chose comme ceci. Sous-entendu, accumulation à accumulation. Donc on prend une bougie blanche et une bougie blanche. Hop là, pardon. Voilà, là on aurait quelque chose d'assez précis. Vous voyez qu'elle est plus ou moins enfoncée, hein, ici. Donc attention, elle est probablement en train d'être perdue.
mais pour moi ça serait voilà quelque chose de l'ordre de cette précision là qu'on pourrait éventuellement avoir. Voilà, donc en ce moment je trouve que voilà le moment pour tourner la vidéo en tout cas est plus ou moins pas trop mal choisi, au sens où on est dans cette contraction ici et que le prix va choisir une direction à minima pour le 5 minutes, une direction lui-même. Également, ce qu'on peut dire de ce côté-là, c'est attention, puisque là, on a une structure qui est en train de nettoyer ses shorts, hein, dans le petit mouvement ici, mais qui accumule du long, donc on pourrait très bien avoir une nouvelle jambe vers le bas, comme ceci. Donc attention à ça, encore une fois, sur le scalping, ici dans la zone, à être quand même relativement méfiant sur ce que vous voyez. On reste quand même sur une structure, encore une fois, en 1 heure qui semble haussière, tant qu'on n'a pas ici perdu ce point-là, et tant qu'on n'a pas invalidé le fait qu'on puisse passer au-dessus de celui-là sur les rebonds. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Regardez bien évidemment les stats qui vont sortir demain. Demain, retour de la volatilité, pour moi ça fait aucun doute. Ça sera probablement quelques heures avant le CPI. Parfois, on a des pumps pré-CPI, c'est même assez fréquent. Donc, sous-entendu, en fait, pendant la journée, on pourrait venir grappiller un petit peu les shorters, par exemple, jusque-là. 31,4, on a vu que c'était un niveau de liquidité, hein, c'est relativement évitant même à voir en price action, puisque on a ici de la liquidité qui est garée au-dessus. Profiter de la news du CPI par exemple quand elle sort pour continuer à être haussier, et derrière se prendre à minima la raquette de redescendre en dessous du range. Il va falloir analyser, je pense, aussi la structure de liquidité d'aujourd'hui. Voilà, comment aujourd'hui, dans les toutes petites time frames, comment se place la liquidité juste avant cette news. Voilà, pour moi, c'est ça qui va être intéressant, c'est de voir éventuellement comment tout le monde place ses pions. Et derrière, ça peut nous donner effectivement, alors qu'on a un bon CPI, et ben ça peut nous donner, à contrario, un sell de news sur le CPI dû à la liquidité et qui éventuellement peut même ici renfoncer, réintégrer le range. Hein, pourquoi pas, c'est des choses qui peuvent tout à fait arriver. Malheureusement, j'ai pas de direction plus précise à vous donner ici à ce stade parce que tout simplement, on est dans un range. C'est relativement indécis en termes de, c'est de la data qui va sortir demain, donc en termes de précision sur la data. C'est toujours difficile, un CPI c'est toujours un petit peu compliqué voilà, à prévoir, hein, bien évidemment. Vous voyez qu'on a fait tout notre possible pour dire, et je pense qu'on sera pas loin du consensus en tout cas, hein, de 3,1. On l'a vu avec l'outil de la Fed et on l'a vu avec l'indice Trueflation qui nous donnait plutôt même un 0,6 au mois le mois, alors que le CPI, celui de la Fed nous donne un 0,42 si je me souviens bien, ouais. Donc ça pourrait tout ça vouloir nous dire qu'on aura un très bon CPI demain, en tout cas d'après le consensus semble être plutôt pessimiste par rapport à ce que nous disent nos outils. Maintenant, il faut prendre ça avec des pincettes et bien évidemment être toujours prêt au cas où on ait un mauvais CPI par rapport au consensus. Et bien à ce moment-là, bien évidemment, avoir ses stop-loss déjà placés, etc., déjà prévus. Est-ce qu'il faut rentrer en trade aujourd'hui ou demain, etc. Enfin, quelle est la bonne manière de faire pour ça? Ben, ça dépend de votre time frame. Si vous êtes sur un très long swing, ne le quittez pas. Si vous avez un prix de liquidation qui est bien plus bas, que vous avez un levier qui est relativement desserré, personnellement, je ne me risquerai pas ici, en milieu de range et juste avant une news importante, à aller risquer du levier x100 ou ce genre de choses. En tout cas, si vous le faites, ben, ne le faites qu'avec 1% de votre capital, hein, sous-entendu, voilà, ne prenez un risque que de vous faire liquider à minima sur la profondeur de votre levier dans une incertitude telle que celle qui est actuelle. En tout cas, voilà, ça serait le meilleur message ici que j'aurais à passer. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et ben ça va être une question aujourd'hui anniversaire. J'ai fêté mon anniversaire il y a peu et voilà, ça sera la question, elle sera autour de dire finalement quand on fait un anniversaire, c'est surtout l'idée et surtout de passer du temps hein, avec ses proches, etc. Donc c'est ça pour moi qui est le plus important. Et
quelle est la difficulté que vous éprouvez à vous sentir au centre du monde pendant le temps d'une soirée? Voilà, est-ce que vous aimez bien ce genre de situation, ou est-ce que vous êtes pas du tout fan et que du coup vous dites non, mais c'est pas mon anniversaire, t'inquiète, on se voit juste et tout, voilà. Voilà, je vous laisse là-dessus. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Et puis d'ici là, portez-vous bien et bon trading à tous. Ciao.